Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons essayer d'expliquer les indications de réponse du premier TD sur la transmission de données que je vous ai déjà envoyé. Dans l'exercice 1, on vous demande tout simplement de proposer un codage possible pour les données qui correspondent à une suite binaire, en sachant que la rapidité de modulation disponible est de 1200 baud, d'accord, et que le débit binaire offert est tout simplement de 3600 bits. Donc vous avez deux données que vous devez utiliser pour faire le calcul. Alors, je réexplique l'objectif de l'exercice, c'est tout simplement de proposer une façon de coder cette suite binaire via les tensions électriques. Donc la première chose à faire, c'est de savoir combien de bits représente un état. Ça veut dire, je vais envoyer des symboles avec combien de bits par symbole. Ceci revient à calculer tout simplement la valence. Alors, la valence, bien évidemment, elle est égale à quoi? Donc, si on considère effectivement que le débit, elle est égal à, donc ça, c'est le débit. Alors, majuscule, donc ça, c'est le débit. Et je sais très très bien que le débit, elle est égal à R, pardon, R multiplié par le log de 2 de V. De calcul fait, vous allez obtenir que V elle est égal à 3. Et si V elle est égal à 3, vous allez comprendre que je vais envoyer des symboles qui codent, d'accord, 3 bits à la fois. Donc je vais envoyer 3 bits à 3 bits. Donc je vais essayer de sélectionner 3 bits par 3 bits. Et si j'envoie 3 bits par 3 bits, j'aurai forcément besoin de 8 états pour représenter mon signal, puisque les valeurs ils vont varier de 000 jusqu'à 111 selon la base octave. Donc, vous devez proposer tout simplement un codage avec 3 états électriques possibles. Je vais passer maintenant à l'exercice 2. Dans l'exercice 2, on considère un canal de transmission numérique de débit binaire de 9600. On vous demande tout simplement de calculer la rapidité de modulation qui est nécessaire si les signaux transmis sont binaires. Ben, c'est très simple, puisque vous avez le débit, il est toujours égal à R multiplié par log 2 de V. Si je considère que V est égal à 2, le débit sera égal à R. Et donc, c'est ce que vous avez ici. Dans la deuxième question, quelle doit être la valeur minimale de support rapport signal sur bruit si la largeur de la bande passante de la liaison est de 2000 Hz, afin d'obtenir ce même débit binaire? Alors, juste pour ne pas faire de confusion dans la solution de l'exercice, la S sur P représente le rapport signal sur bruit en décibels. La S sur N représente la division des puissances du signal sur la puissance du noise ou bien du bruit. Donc la relation entre les deux, vous allez le trouver plus en bas. Donc je pense dans l'exercice 5. Alors si je me rappelle bien. Voilà. Donc vous avez le S sur P, il est égal à 10 fois le log de 10 de S sur N. Donc ça, c'est la formule pour calculer bien évidemment le rapport signal sur bruit qui est utilisé, d'accord, pour calculer le S sur N qui est utilisé par la formule de la capacité ou bien du débit maximum. Alors ici, Shannon, tout simplement, nous dit que la capacité ou bien le débit maximum ou bien la capacité de la ligne, il est égal à la bande passante fois log 2 de 1 plus S sur N. Donc s'il vous plaît, ici une petite erreur. Ici, c'est pas 1000, mais c'est 2000. Donc juste pour correction, ce qui fait que les valeurs que vous allez obtenir ici, elles sont différentes des valeurs mentionnées sur la correction du TT. Veuillez les modifier s'il vous plaît. Donc c'est juste une erreur de frappe, j'ai fait le calcul pour 1000. Donc, la capacité de la ligne, qui est égale au débit maximum ici à temps, est égale à 9600. Elle est égale à 2000 multiplié par log 2 de 1 plus S sur N. Avec S sur N, je peux l'extraire directement via la valeur. Puisqu'ici, je peux directement les calculer. D'accord? Alors, ici, on vous demande de calculer tout simplement le S sur P. Donc, vous allez extraire dans un premier temps le S sur N à partir de cette formule-là. Et directement, vous pouvez faire recours à la formule que je vous ai donnée en bas, bien sûr, et vous l'avez dans le cours. C'est le S sur B est égal à 10 log de 10 de S sur N, et vous pouvez avoir la valeur de S sur B. Dans la troisième question, on reprend la même question, ça veut dire la même question 2, sauf ici, on va considérer que le signal est quadrivalent.
Donc, si le signal est quadrivalent, vous aurez une rapidité de modulation qui est divisée par 2, vu que le débit est égal à la rapidité de modulation fois log de V. Donc, si la rapidité de modulation est égale au débit divisé par log de V, et qui est égal dans ce cas à 2. Et tout calcul fait, vous aurez les valeurs mentionnées ici. Pour l'exercice 3, soit une unité téléphonique analogique de fréquence extrême de bande passante, la rapidité de modulation et les signaux sont de valence 16. Donc là, il faut faire attention. Vous avez pas mal de données ici qu'il faut utiliser pour calculer dans un premier temps le débit binaire de la ligne. Alors, le débit binaire de la ligne, qui est le débit maximum dans ce cas, je sais très bien qu'il est égal à la rapidité de modulation, d'accord, multiplié par log de 2V. Dans ce cas, ça sera égal à 1200 multiplié par log de 2V qui est 4. Donc vous aurez 4800 bits par seconde. Si vous supposez que la ligne présente un rapport S sur B de 34 dB, quelle est la capacité théorique de cette ligne? Vous pouvez utiliser directement la capacité théorique qui est égale à la bande passante, donc qui est égale à 3400 moins 300 Hz, multiplié par 1 fois, S sur N, et S sur N, vous pouvez le calculer à partir de la formule de S sur B qui est égale à 34 décibels. Et au final, vous pouvez calculer la capacité maximale de la ligne. Pour l'exercice 4, s'il vous plaît, l'exercice 4, c'est la même chose que l'exercice 2. Vous avez des informations sur un canal qui est caractérisé par les fréquences extrêmes de 60 et de 108 kHz et avec un rapport signal sur 8 de 37 dB. Alors, le débit binaire théorique maximum de cette ligne, d'accord, sachant que f, elle est égale à quoi? Il est égal à 108 moins 60 et vous pouvez la convertir en Hertz, d'accord, pour avoir une unité ou bien des unités qui sont homogènes. Donc, d, il est égal à quoi? Il est égal à tout simplement f fois log 2 de 1 plus s sur n. De s sur n, vous pouvez l'extraire directement de s sur b. Que devient ce résultat si le rapport S sur B vaut 40 dB? Et là, vous aurez une nouvelle valeur. Donc, en comparant les deux, vous allez voir, ou bien vous allez conclure effectivement que les débits, il augmente lorsque le rapport signal sur bruit, il augmente. On considère un canal de télévision qui a une largeur de bande de 6 MHz. On vous demande de calculer le débit binaire qui peut être obtenu sur cette liaison si un signal quadrivalent est utilisé. On suppose le canal sans bruit. Normalement ici, le théorème, vous pouvez directement faire recours au théorème de Nyquist. Théorème de Nyquist, qu'est-ce qu'il vous dit? Donc là, vous l'avez directement d'accord dans l'exercice ou bien dans le même exercice. Donc le débit maximum que vous pouvez atteindre, c'est 2 fois la bande passante du canal multiplié par log 2 de m. Donc tout calcul fait, vous aurez 6 fois 2 fois 2. Donc ça va faire un 24 mégabits par seconde. Juste après, on vous demande de calculer le débit maximum praticable lorsqu'on transmet une série d'informations binaires dans un canal qui offre 3 kHz de bande passante dont le rapport signal sur bruit est de 20 dB. Là, pour pouvoir calculer la capacité le débit maximum praticable, vous pouvez faire recours au théorème de Shannon qui vous dit que C est égal à F fois log 2 de 1 plus S sur N, vous aurez une valeur. Cependant, en revenant au théorème de Nyquist qui fixe le débit binaire d'un signal S comme étant 2 fois F de log de 2. Donc, vous allez avoir un débit qui est beaucoup moins inférieur que celui obtenu dans le cas de Shannon. Donc, la valeur du rapport signal sur bruit permet de transmettre, quelle est on vous demande de calculer en quelque sorte la valeur du rapport signal sur bruit, permettant de transmettre 1544 mégabits par seconde sur une ligne offrant une bande passante de 50 kg. Donc, directement, vous allez faire la formule de Shannon qui est égale à qui est la suivante, C est égal à F fois log 2 de 1 plus S sur N. Donc, vous allez remplacer les valeurs par leur, ou bien les variables par leur valeur, ou bien les paramètres par leur valeur. C il est égal à 1500, C il est égal au débit maximum, donc il est égal à 1544 fois 10 à la puissance 6 pour convertir de mégabits vers le bit, qui est égal à F, qui est 50 kHz multiplié par donc ici, normalement, vous devez avoir, c'est pas 5 kHz, mais ici, vous devez ajouter un 0. Voilà, c'est une erreur de frappe également. Donc, ça va faire 5000, d'accord, pour convertir de 50 kg à 50 Hz, en Hz, ça va faire 50 000 fois log 2 de 1 plus S sur N. S sur N est égal à 2 à la puissance 30 moins 1, ce qui fait que S sur B est égal à 93 dB. Alors, on passe maintenant à l'exercice suivant. L'exercice suivant, on va considérer deux machines A et B qui sont séparées par une distance de 1,5 km. Le débit des machines sur le réseau est de 100 mégabits par seconde.
la vitesse de propagation du signal est de 200 000 km par seconde. On suppose dans un premier temps qu'une trame de 250 bits est émise. Dans un second temps, on suppose qu'un courrier de 2 mégaoctets est envoyé de la machine A à la machine B. On vous demande dans un premier temps de calculer le temps d'émission de la trame exprimé en secondes. Donc, le temps d'émission, d'après sa définition, est bien évidemment est égal à la quantité d'informations envoyées divisée par le débit. Donc, la quantité d'informations que j'envoie dans un premier temps, c'est 150 bits. Donc, 150 bits divisé par le débit, qui est égal à, dans ce cas, 100 fois 10 à la puissance 6. Et ça va faire un total de 1,5 fois 10 à la puissance moins 6 secondes. Donc, on va essayer de garder la seconde, puisqu'on va calculer par la suite le temps de transmission. Vous pouvez directement passer en microsecondes si vous voulez. Alors, le temps de transmission d'après sa formule, il est égal à le temps d'émission plus le temps de propagation. Le temps d'émission, il est défini par la quantité de l'information divisée par d, tandis que le temps de propagation, il est égal à la distance divisée par v. Tout calcul fait, vous allez avoir un temps de transmission qui est égal à 9 fois 10 à la puissance 6. La même chose, vous allez la refaire maintenant pour la deuxième question. Dans la deuxième question, c'est très simple. Je devais normalement ajouter une autre question par rapport au calcul du temps d'émission ou temps de propagation, mais puisque c'est une répétition, je vous ai juste tout simplement demandé de calculer la taille de la trame en octets. Donc là, c'est juste pour vous rappeler que la taille en octets, elle est égale à la taille, d'accord, en bits, puisque, donc j'ai pas posé de question par rapport au courrier. Normalement, je devais vous poser la question. On va faire la même chose par rapport à la deuxième question, c'est-à-dire l'envoi d'un courrier de 2 mégas. Bref, donc ici, la taille en octets est égale à la taille, ça veut dire 150 bits divisé par 8. Pour en email, ça veut dire l'email, vous aurez la taille de 2 mégaoctets est égale à 2 mégaoctets, mais tu fais 1024 fois 1024 pour avoir en total la valeur en octets. Alors, pour l'exercice 7, s'il vous plaît, vous avez une représentation qui est très simple d'une suite binaire via les codes NRZ, NRZI. Et puis, la deuxième suite binaire en Manchester et Manchester différentiel. Et il faut faire attention tout simplement qu'on commence pour le Manchester différentiel à un niveau bas. Donc là, je ne vais pas m'attarder sur ça puisque vous avez toutes les informations au niveau du cours. Si vous avez des questions, je reprends, vous n'avez qu'à les laisser en commentaire. Voilà. Je passe maintenant à l'exercice 8. Donc, la première question, le modèle OSI facilite le travail des développeurs des logiciels et des fabricants. Vrai, bien sûr, puisque j'ai dit que le modèle OSI, il impose tout simplement un modèle aux développeurs des logiciels et les fabricants du matériel qu'ils doivent respecter, d'accord, pour faire communiquer d'une façon homogène l'ensemble des équipements réseau, depuis la machine jusqu'au switch, routeur, ainsi de suite. Le modèle OSI, il comporte 4 couches. Bien évidemment, c'est faux, puisqu'il comporte 7 couches. Une adresse IP est composée de 48 bits. C'est faux, puisque l'adresse IP est codée sur 32 bits, tandis que l'adresse MAC est codée sur 48. La passerelle par défaut d'une machine indique le routeur à contacter lorsqu'on doit envoyer les données à un réseau inconnu. C'est vrai, mais puisqu'on ne l'a pas vu encore, donc je laisse cette question pour après. Un routeur est un périphérique de niveau 3, d'accord? Vrai, puisqu'il comprend les adresses IP. Dans l'exercice 9, indiquez les noms des couches du modèle OSI qui correspondent aux définitions ci-dessous. La couche qui permet de créer, d'utiliser, d'achever une connexion entre les deux ordinateurs et qui permet de contrôler le dialogue, c'est la couche session. Et je l'ai simulé dans le cours comme étant la porte, d'accord, entre les données et le réseau. Lorsqu'on ouvre la porte, on commence une connexion entre deux ordinateurs. Une fois on ferme la porte, ça permet tout simplement, d'accord, de mettre fin à la connexion. La couche qui gère la sélection du meilleur chemin entre deux hôtes et la connectivité fait référence au routage et l'adressage. Puisque je cite la partie adressage et routage, donc directement c'est la couche réseau. La couche qui définit les signaux et les médias, c'est-à-dire les spécifications électriques, les concentrateurs, les connecteurs, les tensions et les débits, c'est bien évidemment la couche physique. La couche qui s'occupe de l'accès aux médias, donc je m'arrête ici, d'accord, c'est déjà la couche liaison puisque je parle, ou plutôt on fait référence aux adresses MAC. Pardon, ici je ne l'ai pas mentionné en rouge.
La couche qui gère l'accès des applications au service réseau, contrôle le flux et les corrections des erreurs, c'est la couche application, puisque je parle l'accès des applications au service réseau. Ça veut dire c'est elle qui permet d'utiliser les applications qui sont capables de communiquer sur le réseau, comme le navigateur ou autre chose. La couche qui assure le transport des données émises par l'autre émetteur en les segmentant et en les rassemblant sur l'autre récepteur, c'est la couche transport. Et la couche, bien évidemment, qui transforme les données reçues dans un format connu par les applications, tel que le codage ASCII ou autre, c'est la couche présentation. L'exercice 10, on vous demande de compléter le tableau en associant pour chaque couche son PDU. La couche application, c'est data. Data ou bien APDU. Présentation, c'est data également. Ça veut dire données, 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 puisqu'il s'agit toujours des données. On n'a pas encore ajouté des en-têtes, puisqu'il n'y a que des formats codés de l'information. D'accord? Les en-têtes qu'on ajoute depuis la couche application jusqu'à la couche session, ce ne sont que des codages de l'information. Je peux les appeler ici APDU, PPDU et puis SPDU. Au niveau transport, je les appelle des segments. Au niveau du réseau, je les appelle des paquets. Au niveau des data links, je les appelle des trames. Et au niveau physique, je les appelle des bits. On vous demande juste après de compléter le tableau ci-dessus en identifiant les couches en fonction des protocoles et des périphériques. Donc la fibre optique, bien sûr, c'est un support de transmission, donc c'est physique. La carte réseau, il contient un transceiver et également il comprend les adresses MAC. Je peux les mettre dans la partie physique et liaison de données. Le répéteur, c'est bien évidemment la partie physique, mais la carte réseau, généralement, c'est la couche liaison, d'accord, pour ne pas faire de confusion. Alors, l'IP, c'est la partie 3, c'est la couche 3. Le routeur, bien évidemment, c'est la partie 3, d'accord. Vous pouvez également trouver des routeurs, d'accord, qui supportent le transport. C'est pour ça que j'ai mis croix ici également. Le switch, s'il vous plaît, c'est liaison de données. Vous pouvez également trouver des switches qui supportent également la partie routage, donc j'ai ajouté une croix ici. Donc, s'il vous plaît, vous vous contentez des notions que vous connaissez. Le hub, bien évidemment, c'est la partie physique. Alors là, s'il vous plaît, ça, c'est une erreur. Normalement, vous ne devez pas avoir un hub, d'accord, qui fonctionne au niveau de la partie, de cette partie-là. Alors, je n'arrive pas à supprimer ça, mais s'il vous plaît, vous faites attention, le hub, c'est tout simplement la couche physique. Le FTP, c'est un protocole niveau application, donc vous pouvez le trouver au niveau application. C'est la même chose pour le HTTP. L'ASCII, c'est présentation, et puis TCP, c'est transport. Alors, je passe maintenant au dernier exercice, s'il vous plaît. Si je ne sais pas comment j'ai oublié en fait de mentionner le numéro de l'exercice, je ne pense pas que c'est déjà le... Donc, c'est déjà le 10, ça sera le 11. Donc, on va essayer d'étudier en quelque sorte la transmission asynchrone et la transmission synchrone. Donc, on vous demande, on va étudier ensemble la transmission des caractères suivants. MRIM, sur un réseau informatique. La vitesse de ce réseau est de 19 200 bits par seconde avec une durée intertram qui est nulle. Deux possibilités vont se présenter, soit une transmission asynchrone, soit une transmission synchrone. Nous allons commencer par la première étude, celle de la transmission synchrone. Sachant que la transmission s'effectue avec un seul bit de stop et que les caractères est codé sur 8 bits, représentez à l'aide du tableau ci-dessus les bits présents sur le réseau, sachant que c'est les bits de poids faible du caractère qui est transmis en premier. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre chaque caractère, s'il vous plaît, MRIM, d'accord? Et regarder de plus près son codage en hexadécimal sur le tableau que vous avez devant vous. Si je considère par exemple la M, donc je vais essayer d'utiliser en quelque sorte voilà. Donc, si je considère la M, donc la M, s'il vous plaît, il faut faire la différence entre majuscule et minuscule. Donc, je vais chercher M quelque part ici. Alors, la M, c'est pas la M minuscule, mais c'est la M majuscule. Voilà, elle est égale à 4D. Donc, essayez de trouver, s'il vous plaît, la correspondance de 4 en hexadécimal. Donc, en hexadécimal, donc ça va donner, donc je vais considérer que c'est 0. Voilà, donc j'ai 0, 1, 2, 3, 4. Donc ça va faire 0,
0, 100 pour la 4. Et puis, je vais passer à la D. J'espère que je ne me trompe pas. Donc, alors, j'ai 0, 1, 2, 3, 4, pardon, 4, 5. Donc, c'est 5, 6, 7, 8, 9. Alors, 9, c'est A, B, C et D. Donc, ça va faire un 1, 0, 1. Alors, c'est 1, 1, 0, 1. Alors, on vous demande, ou plutôt, on vous explique ici que le bit du poids le plus faible sera transmis en premier. Donc, si vous revenez en quelque sorte à la solution, d'accord? Alors, vous allez d'abord choisir un bit start qui est à 0, d'accord? Et un bit stop qui est à 1. Donc, vous aurez, d'accord, cette série en inverse. Donc, vous aurez 1, 0, 1, 1, d'accord? Et puis 0, 0, 1, 0. Donc, ça, c'est le caractère M. Juste après, vous aurez un bit de stop qui est égal à 1. Et puis, vous allez commencer le deuxième, et puis un start, pardon, de 0. Et puis, vous allez commencer le deuxième caractère qui est le R. Vous allez faire la même chose comme pour le M. Donc, vous allez localiser la représentation de M via le codage ASCII. Donc, le R, c'est 52. La même chose, vous allez revenir au tableau de l'hexadécimal pour avoir la représentation en binaire de chaque caractère. Et vous faites la transmission. Mais au final, vous allez obtenir ceci. Et on vous dit que la durée intertrame, elle est nulle. Ça veut dire qu'il n'y a pas de temps, d'accord, entre la première trame, qui est le premier caractère, et le deuxième caractère. Donc, ça, c'est pour la première question. La deuxième question, déterminer la durée de la transmission. La durée de la transmission, c'est le temps d'émission tout simplement. Elle est égale à la quantité de l'information envoyée sur le débit. La quantité de l'information, ça veut dire qu'il faut calculer, d'accord, tous les bits dont on aura besoin pour envoyer les caractères MRIM. Dans ce cas, chaque caractère il est codé normalement sur 8 bits via le code ASCII et on ajoute un bit de start et un bit de stop. Bien sûr, dans la transmission asynchrone, ce qui va faire que chaque caractère il sera codé par 10 bits. Donc la quantité de l'information sera tout simplement 10 multiplié par 4. Pourquoi 4? C'est tout simplement parce que vous avez 4 caractères. Je récapitule, donc si vous avez des questions, s'il vous plaît, n'essayez pas de les poser. La durée de transmission ici, normalement, je devais dire le temps d'émission. Le temps d'émission, c'est la quantité divisée par le débit. La quantité d'information, c'est la taille globale des données envoyées par l'émetteur, qui est dans ce cas le caractère MRIM. Chaque caractère, normalement, lié au codage ASCII, il est représenté par 8 bits. Chaque caractère, il est précédé par un bit start de 0 et un bit de stop de 1. Donc, ça va faire un total de 10 bits par caractère. Et vous aurez un total de T de transmission, ou bien la quantité d'information, ici c'est faux, c'est T, elle est égale à 1 divisé par le débit multiplié par 10 fois 4. Donc ça va faire un total de 2,08. S'il vous plaît, ici c'est une erreur, c'est la durée. Pardon, c'est la durée. En ce qui concerne l'efficacité de la transmission, vous aurez des informations par rapport à ça. En bas, l'efficacité de la transmission, c'est le nombre de bits qui est utile sur le nombre de bits réellement transmis. Dans le cadre de cette transmission asynchrone, normalement, ce que j'envoie réellement, c'est quoi? C'est les caractères. Ça veut dire que j'envoie 8 bits par caractère, donc ça va faire un 8 fois 4, ça va faire un 32, d'accord, comme vous l'avez ici. Mais normalement, ce que j'envoie réellement, c'est 40 bits, parce que j'ajoute les bits start et les bits stop. Si vous faites la division en total et que vous multipliez par 100, vous allez avoir une efficacité de 80%, puisque vraiment, je n'ai pas dépassé de loin la taille des données utiles. D'accord? Je n'envoie qu'un seul bit de start et un bit de stop. Donc ça, c'est par rapport à l'efficacité de la transmission.
Je passe maintenant à la partie numéro 2 et dans ce cas, d'accord, nous allons essayer d'étudier une transmission synchrone. Sachant que les caractères sont codés sur 8 bits, déterminer la durée de la transmission. 8 bits, pardon. Donc, aux transmissions synchrones, se sont rajoutés 3 caractères. Donc, si on essaie un petit peu d'envoyer, ou plutôt de regarder de plus près la trace, ça, on ne l'avait pas vu en cours, donc c'est un supplément de cours en quelque sorte. Lorsque j'envoie les paquets ou bien les données par une transmission synchrone, j'ajoute 3 caractères. Un fanion, un champ de commande et un caractère de contrôle, soit 24 bits en totalité. D'accord? Donc, dans ces conditions, l'efficacité du mode synchrone, d'accord, elle va différer par rapport à celle du mode asynchrone. Donc, toujours la durée de la transmission, elle est égale à la quantité de l'information divisée par le débit. La quantité de l'information dans ce cas, si j'envoie le même caractère, donc c'est 8 fois 4, ça veut dire que je vais envoyer, ça veut dire la taille totale de données. Je ne vais pas diviser en termes de caractères. Comme on a dit pour la transmission asynchrone, je n'envoie pas caractère par caractère en ajoutant un bit start et un bit stop, mais j'envoie la trame tout entière, ça veut dire le caractère tout entier. Mais j'ajoute, d'accord, d'autres informations, telles que le fanion qui est codé sur 8 bits, c'est un caractère, un champ de commande, d'accord, sur 8 bits, et un champ de contrôle de 24 bits. Et, pardon, en totalité, vous aurez 8 fois 3, ça va faire 24 bits en totalité. Donc, tout calcul fait, vous aurez une durée de 2,91. Donc, regardons de plus près, 9,08. Donc, la transmission asynchrone est beaucoup plus rapide que cette dernière. Si je calcule également l'efficacité, vous allez voir que l'efficacité l'a beaucoup diminué par rapport à la première, 57, d'accord, 57% par rapport à celle du mode de transmission synchrone. Donc, ici, on va essayer un petit peu de comparer, d'accord, les deux. Alors, je ne sais pas pourquoi ici j'ai écrit, donc ça c'est une faute de frappe s'il vous plaît, d'accord? Normalement, la transmission asynchrone, elle est plus rapide, pardon, c'est l'asynchrone qui est plus rapide. Et également, la transmission asynchrone, pardon, qui est plus efficace. Donc là, s'il vous plaît, c'est une erreur. Je devais taper ici asynchrone et asynchrone. L'asynchrone, elle est plus rapide et l'asynchrone, elle est beaucoup plus efficace dans ce cas d'envoi tout simplement de 8 caractères. Maintenant, nous allons refaire la même chose parce que là, ce sont, s'il vous plaît, ces comparaisons-là, ils sont faites par rapport à la partie numéro 4. Donc, juste pour ne pas faire de confusion, vous pouvez corriger ici, s'il vous plaît, parce que c'est juste parce que c'est une erreur de frappe. Normalement, ici, la transmission asynchrone, s'il vous plaît. Donc là, vous ajoutez asynchrone. Donc là, c'est asynchrone. Et également ici, c'est asynchrone. D'accord, c'est pas 87. Donc, vous remplacez ces valeurs-là par les valeurs que vous avez obtenues dans l'exercice. Alors, cette réponse-là, s'il vous plaît, c'est pour la deuxième partie. Dans la deuxième partie, au lieu d'envoyer tout simplement 8 caractères ou bien 4 caractères, pardon, nous avons envoyé 1000. Et là, effectivement, vous allez voir la grande différence entre la transmission synchrone et la transmission asynchrone. La transmission asynchrone, le temps, ça va être 520 millisecondes contre 429 millisecondes pour la transmission synchrone. L'efficacité de transmission sera de 80% contre 97% pour la transmission asynchrone. Et si je compare les deux, maintenant, je peux dire effectivement que la transmission synchrone, elle est beaucoup plus rapide, elle est beaucoup plus efficace. Ça veut dire que normalement, elle est très préférable lorsque j'envoie vraiment une taille de caractère qui est très importante. Voilà. Donc, j'espère que mes explications ont été utiles et je reste à votre disposition. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser et on se retrouvera pour le prochain TD. Bon courage à vous.